l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Arnaud Clergue et Fred Vernat. Messieurs, bonjour. Bonjour Martial. Salut Martial. Salut Martial, Alors, salut à tous. Messieurs, la question du jour, Morgan Parra est-il indispensable à l'ASM ? On peut légitimement se poser la question alors qu'on a appris il y a quelques jours maintenant que le demi-mêlée de l'ASM disposait d'un bon de sortie en cas de proposition d'un autre club, bien évidemment. Alors messieurs, un rapide tour de table. Morgan Parra est-il indispensable à l'ASM ? Christophe. Alors pour cette saison, oui. Pour la suite, on peut en débattre et on va en débattre. Arnaud. Morgan Parra est un joueur très important à l'ASM, mais nul n'est indispensable. À part Christophe. À part Christophe, oui. Je ne vais pas être original, mais moi c'est pareil. J'ai une vraie réponse de Normand, oui et non. Alors, avant d'aller plus loin, on va quand même rappeler que Morgan Parra va avoir 31 ans dans 4 jours. Son anniversaire le 15 novembre. Il a entamé sa 11e saison à l'ASM avec qui il a décroché 3 titres, 2 titres de champion de France et un titre européen cette année, pas l'année dernière, la saison dernière. Il a également porté les couleurs du 15 de France à 72 reprises. Alors, si le président de l'ASM a donné son accord aux joueurs, j'imagine qu'il estime que le club est en mesure de pallier l'absence de Morgan Parra. On a parlé de l'arrivée de Sébastien Bézi et puis qui est déjà acté. Et puis il y a Greg Ledlow. Bon, ça dépendra, j'imagine, de ce que fera Morgan Parra. S'il y a un bon de sortie, c'est déjà que le joueur a fait une demande. Donc s'il a fait une demande, c'est qu'il a envie d'aller voir ailleurs, ou du moins d'étudier ce qui se passe ailleurs. Ça part de là, quand même. Tout part de là. Donc c'est déjà un signe important et c'est une information importante. Après, l'autre info, en effet, c'est que le club lui a ouvert cette fenêtre. C'est pas encore une porte. Comme l'a dit joliment le président de Cromer, on l'a autorisé à aller mettre le nez à la fenêtre et voir ce qui se passait dehors. Après, est-ce qu'il est indispensable pour revenir au débat ? Déjà cette année, c'est le capitaine, c'est le leader de cette équipe, donc il est indispensable cette saison sans problème. Moi, je dirais qu'il y a deux aspects. Le joueur, si on parle au-delà de cette saison, c'est-à-dire à partir de la saison prochaine, le joueur est peut-être pas forcément indispensable dans la mesure où il y a déjà Sébastien Bézi qui arrive, que l'ennemi de mêlée, puis la roue tourne, il est plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière. Après, pour moi, son départ laisserait un grand vide en termes de leadership, de capitanat, de leader de vestiaire, en tant que chef de cette équipe. En tant qu'aboyeur, on peut dire aussi, au bon sens du terme. En tant que patron de cette équipe, oui. S'il n'y a pas un recrutement autre que celui qu'il y a aujourd'hui, en termes de leadership, il y aurait un vrai manque, un vrai vide si Morgan Parra venait à partir. Mais est-ce que ça n'aurait pas un petit côté positif quand même pour le groupe, pour l'équipe ? Ça obligerait certains joueurs justement à prendre ce leadership qui n'osent peut-être pas prendre avec la présence de Morgan Parra. Moi je pense pas, parce que vraiment c'est un truc qu'on a en soi, qu'on est avec, ça s'apprend pas à l'école ni dans les écoles de rugby. Morgan Parra, il était patron à Bourgoin, il avait 19 ans. On a déjà relayé il y a très longtemps maintenant les propos des Julien Bonner, des Julien Pierre, des Lionel Nallet, qui étaient épatés par celui qu'ils appelaient affectueusement le maire de la Ronce, parce qu'à 19 ans, il les commandait. Et on l'a vu sur le premier bouclier décroché par l'ASM. À l'âge qu'il avait, c'était phénoménal, ce leadership qu'il avait 21 ans à peine, donc voilà. Fred, tu es d'accord par rapport à ça, par rapport au leadership, ça veut dire que... Mais tout ce qui a été dit est vrai. Après, Arnaud l'a évoqué également. Il y a un truc qui est au-dessus de Morgan Parra et qui sera toujours au-dessus de Morgan Parra, c'est le club, l'institution en tant que telle. Il n'y a aucun joueur qui peut se déclarer indispensable à un club. Surtout à moyen terme. Surtout à moyen terme, évidemment. Alors évidemment, il peut se passer beaucoup de choses, des départs, des blessures, tout un tas de choses, mais il n'y a aucun joueur qui est véritablement indispensable à un club. Et le club doit construire aussi sur l'avenir. L'avenir, c'est la saison prochaine. L'avenir, c'est même plus loin que la saison prochaine. C'est dans 2-3 saisons déjà. C'est des choses qu'il faut anticiper. Et quelque part, le choix de lui laisser la possibilité d'aller voir ailleurs, c'est aussi anticiper sur l'après Morgan Parra. Par contre, un départ éventuel de Morgan Parra en fin de saison imposerait au club d'orienter son recrutement de manière très différente, et je le redis, d'aller chercher un poste quel qu'il soit, alors en neuf ou ailleurs, peut-être dans le pack, un vrai leader, un vrai patron dont ce club a besoin, et un mec de caractère, un mec qui est capable d'ouvrir sa gueule, le mec qui est capable d'aller parler à l'arbitre.
Et avec un départ, je répète, éventuel de Morgan Parra, ça ferait un vide. Faut relever aussi quelque chose, ça a suscité beaucoup d'émotions. L'annonce éventuelle du départ de Morgan Parra, ça m'a rappelé pas mal de départs qui avaient été annoncés. Je pense à Brock James, à Sivi Vatou en son temps. Alors, je pense que Parra, c'est quand même le cran au-dessus par rapport. On peut dire il y a Rougerie en dessous. Il y a Parra. Oui, alors Rougerie, c'est en fin de carrière. Je parle vraiment de départ pour un autre club. On se rend compte qu'à chaque fois, ça avait suscité beaucoup d'émotions, des reproches de la part des supporters vis-à-vis de la direction du club. On s'était rendu compte assez rapidement, Nalaga aussi, qu'on peut ranger absolument dans cette catégorie. Lyon, on se rend compte que toujours, finalement, c'est le club qui a eu raison dans ces cas précis. Oui, il faut savoir trancher de temps en temps. Alors juste un petit chiffre quand même, Morgan Parra en top 14, c'est plus de 170 matchs joués, c'est plus de 1300 points inscrits et 16 essais. Arnaud, tu voulais ajouter? Je voudrais juste rajouter par rapport à tes statistiques. Au-delà de toutes ces stats personnelles, c'est surtout l'homme des deux boucliers de Brennus. Il restera, quoi qu'il arrive dans l'histoire, comme l'homme qui a marqué c'est un des rares d'abord, c'est le seul qui était titulaire sur les deux finales. Et avoir joué un grand rôle dans les deux victoires. Déterminant. Plus que déterminant. Je me rappelle une finale en 2015 contre le Stade Français où il n'avait pas été... Non, il passe à travers. Il a été passé à travers, Bon. Mais alors, moi j'ai envie de me dire quelles sont les solutions qui s'offrent à Morgan Parra, parce que le président de l'ASM parle de reconversion. Est-ce que ça veut dire que c'est pas aussi peut-être un appel du pied au staff de l'ASM, parce que on pourrait comprendre qu'un club comme l'ASM puisse proposer une possibilité de reconversion à Morgan Parra. Tout de suite, on va être un peu dans les hypothèses et supputations, dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Si il a demandé ce bon de sortie, alors le bon de sortie, il faut quand même rappeler de manière légale et juridique qu'il était obligatoire pour qu'il puisse dire à son agent « je suis sur le marché, étudie-moi d'éventuelles propositions ». Oui, les clubs n'ont pas le droit de solliciter les joueurs. Les présidents de clubs du top 14 n'avaient pas le droit de solliciter, Morgan Parra, comme ils n'ont pas le droit de solliciter un joueur qui est encore sous contrat au-delà de la saison en cours. Parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2022. C'est ça, oui. Donc il a fallu ce bon de sortie pour déjà qu'il soit entre guillemets sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il va partir, ça veut dire qu'il étudie ailleurs, que l'ASM fait partie encore bien évidemment des hypothèses pour la suite de sa carrière. Mais il avait besoin de ça, oui, en effet, pour étudier. Il y a évidemment un arrangement aussi à trouver financier, puisqu'il faut racheter, peut-être pas exactement les 2 années de contrat qui lui restent. J'imagine que le joueur peut négocier. Mais proposer une reconversion au sein du club, ça vous paraît une bonne chose? Le club qui l'attirera, il faudra qu'il l'attire, pas avec des noyaux de cerise, ça va être minimum ça ne sera pas dans un placard doré. Minimum un contrat équivalent en termes, financièrement, voire plus, forcément. Et au-delà de 2022, j'y crois pas trop, parce que Morgan Parra, il a vraiment programmé la fin de sa carrière en 2022. Ouais. Est-ce qu'il fera un an de plus? J'en suis pas certain. Par contre, comme l'a dit le président de Cromer, et là aussi il doit être dans la supputation, c'est qu'en effet, un club peut lui proposer une reconversion après sa carrière de joueur. Et là, évidemment, on pense à une reconversion dans un staff en tant qu'entraîneur. Oui, parce qu'il l'a montré d'ailleurs. Il a eu quelques fonctions dans les clubs bien sûr, autour de Clermont, notamment au CUC. Il s'en est jamais caché. Il s'en est jamais caché. Il a envie d'entraîner. C'est un demi-mêlée, c'est le profil. C'est un entraîneur sur le terrain, j'ai envie de dire déjà quelque part. C'est un Jacques Fourreau, c'est un Pierre Berbizier, c'est un Fabien Galtier, c'est demi-mêlée. Comme un Didier Deschamps dans le foot. Qui se sont intéressés au jeu très tôt dans leur carrière. Et donc l'ASM ne peut pas s'en passer, il faut qu'il lui propose quelque chose. Ah, là c'est un autre débat. Alors oui, alors est-ce que l'ASM est en mesure, en capacité de lui offrir, on va être clair, une place dans le staff après sa carrière de joueur? C'est peut-être une façon de garder Morgan Parra dans... Mais alors est-ce qu'il y a une forme de dissension un petit peu entre la direction et le joueur pour qu'il ait envie de partir comme ça? Non, parce qu'il a... il s'est peut-être posé des questions en se disant je suis là depuis plus de 10 ans, j'ai gagné 2 titres en effet, est-ce que je pourrais avoir autre chose ailleurs et pour la suite après 2022? Je pense que c'est ce qui un peu l'attire. Ce qui l'attire dans le fait de mettre le nez à la fenêtre comme dit le Cromière. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur les critiques qui ont émané des réseaux sociaux, beaucoup de gens sont tombés sur Morgan Parra en disant mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il ce ne sera pas l'homme d'un seul club ou presque? Il avait été évidemment passé par Bourgoin avant. Dire juste quand même rappeler que c'est un salarié comme un autre et que quand on est sollicité par d'autres
d'autres entreprises, d'autres clubs qu'on a le droit d'aller voir ailleurs et qu'il n'y a absolument pas de mal à ça. Il y a aussi peut-être des éléments de sa vie privée qui justifient aussi de vouloir partir. Enfin, je veux dire, il y a rien de dramatique dans tout ça. Puis, sauf que une forme de lassitude aussi de rester 10 ans dans un club, et avoir un challenge sportif, d'avoir un dernier challenge excitant pour terminer sa carrière. Alors on va rappeler quand même que le président de l'ASM a expliqué qu'il fallait que la solution soit trouvée assez rapidement. Ça, on peut le comprendre. Je crois savoir que l'intéressé a aussi intérêt et lui aussi, il sait très bien qu'il doit prendre une décision très rapidement. Parce que forcément, ne serait-ce que, en plus, je pense que les relations sont bonnes entre le club, le staff et Morgan Parra. Il va pas mettre, pour parler poliment, le club dans la mouise en attendant des mois et des mois, parce que de la décision de Morgan Parra dépend beaucoup de choses derrière sur les contrats, les reconductions, les prolongations. Tu as parlé de Greg Ledlow, mais il y a aussi Charlie Cassan dans la boucle. Il y a l'éventuel recrutement d'un autre demi-mêlée, s'il venait à partir, tout est envisageable. Mais donc ça se fera rapidement. Ça peut avoir aussi une incidence sur sa façon de jouer. On sait que par exemple à Toulouse ce week-end, il n'a pas livré une prestation énorme. Il n'est pas le seul, mais c'était collectif. Mais ça doit jouer aussi un petit peu. Pour répondre à ça, le meilleur numéro 9 à mon sens du monde, qui s'appelle Aaron Smith, a fait un match très très médiocre contre l'Angleterre. Sauf que son pack a été mangé par celui de l'Angleterre en demi-finale. Quand ça avance pas devant le meilleur demi-mêlée du monde, on aura toujours du mal. Après, il ne faut pas oublier non plus que Morgan Parra, qui est revenu donc, il y a maintenant 1 mois et demi à la compétition, s'est habitué à un nouvel ouvreur qui s'appelle Jack McIntyre et qui retrouvait Camille Lopez, lequel retrouvait l'ASM, lequel retrouvait des centres peut-être un peu différents, il n'y a pas Fofana. Donc c'est vrai que dans l'animation, ça n'a pas été génial à Toulouse. Mais un peu de patience. Quoi. Tout ça mélangé a fait que ça n'a pas été... Il y a mieux pour un retour que d'aller jouer à Toulouse chez le champion de France. Il y a mieux, surtout quand ton 5 dedans, voire ton pack est aussi dominé. Allez, on va clore ce débat en jetant un œil quand même sur le classement du top 14 à l'issue de la 9e journée. L'ASM est donc 6e avec 20 points, 15 points du leader Lyon qui a été sans pitié pour La Rochelle. À noter que le Stade Toulousain lui remonte à la 8e place avec 19 points. À noter aussi que l'avant-dernier Agen n'est qu'à 3 points du Stade Toulousain et 4 de l'ASM. C'est très serré. Allez, nous allons passer maintenant à l'info du jour. Christophe, tu as publié ce matin dans les colonnes de la montagne un petit encart où tu nous expliques qu'un joueur du Stade Toulousain sera prochainement reçu par les dirigeants de l'ASM en vue d'un recrutement pour la saison prochaine. Selon mes informations, ça devrait se faire dans les 15 jours ou très rapidement. Qui s'appelle Movaka, Peato Movaka. On sait que l'ASM cherche encore un talonneur après avoir enrôlé Adrien Pellissier. Donc, c'est un jeune joueur, 22 ans. C'est un jeune joueur, il a été au Japon, c'est un international. Né en Nouvelle-Calédonie. C'est un Français, donc né en Nouvelle-Calédonie, en effet. Soumis à une très grosse concurrence à Toulouse. Sauf qu'il est, c'est un joueur qui on peut se mettre dans sa tête et se dire s'il a une chance d'être numéro 1 dans un club majeur du top 14 à court terme, c'est peut-être plus à Clermont qu'à Toulouse, et parce où exercent ses deux frères marchands. Les deux frères marchands, dont Julien qui a 24 ans et qui est le capitaine désigné du Stade Toulousain. Donc ça va être dur pour Movaka, même si c'est un joueur de très 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 grande qualité. Donc il peut être attiré par le challenge de l'ASM. Après, est-ce que l'ASM va avoir les arguments pour l'attirer ? C'est un autre débat. Rapidement, quand même, un petit mot sur une info qu'on a vue dans les colonnes de Midi Olympique qui explique que Franck Azema pourrait être sollicité par la sélection des Fidji. Au même titre que Vern Cotter, ça tu nous en avais parlé il y a quelques semaines. Bien sûr. Mais je pense que là, c'est les Fidji qui se sont mis clairement sur le marché pour trouver un entraîneur. Francophone. Apparemment francophone. Oui. Donc, ce qui n'est pas illogique quand on a 90% quand on veut un sélectionneur, quand on est une sélection comme les Fidji, c'est-à-dire dans le top 10 mondial, et qu'on veut un francophone, on va forcément taper dans les clubs du top 14. Et les entraîneurs qui ont déjà une réputation, qui ont déjà gagné quelque chose, Franck Azema tombe sous le sens. Après, j'ai envie de dire, pour prendre une formule célèbre, qu'il est peut-être parti pour rester pendant un petit moment, peut-être jusqu'en 2023, à terme de son contrat. Voilà. Allez, vous écoutez Simon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Alors, messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander d'être rapide parce qu'on a fait un peu long. Ton top, Christophe ? Mon top, c'est le Loup, parce que ce club, avec le retour des internationaux, on s'est dit, tiens, ils ont profité de la Coupe du Monde pour engranger, pour briller. Ils vont peut-être être un peu moins bien, et surtout qu'ils affrontent
affronter une équipe de La Rochelle qui retrouvait ses mondialistes. Il n'y a pas eu photo. Bim, ils en ont mis plus de 40, c'est ça, plus de 40. Donc, je vois pas comment ils peuvent échapper aux 2 premières places à la fin de la saison. Et pour moi, un candidat très crédible à passer un cap. À gagner le bonus, c'est autre chose. Ils n'ont peut-être pas encore l'effectif pour prétendre au titre suprême, mais vraiment le Loup est dans la construction, à la fois pas lente, mais c'est patient, ça construit bien, ça construit solide, ça monte en puissance et ça monte en puissance d'ailleurs. Et aujourd'hui, avec 35 points au classement, c'est-à-dire qu'ils ont 14 points d'avance sur le 3e. Là, les demi-finales, pour que ça leur échappe, il faudrait quand même qu'ils s'écroulent, mais au moins qu'il y ait un énorme trou d'air qu'on ne voit pas venir. Arnaud, ton top? Alors mon top, c'est l'état d'esprit affiché par les espoirs de l'ASM hier face à Toulon. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément la saison précédente, où ils jouaient parfois un peu de manière dilettante. Et là, Delphela et Philippe Gourand, ont mis l'accent là-dessus en fin de saison dernière, en début de saison. Là, c'est la première fois de la saison à domicile face à Toulon qu'ils étaient bousculés. Ils avaient 9 points de retard à 5 minutes de la fin. Et ils sont allés chercher la victoire avec les tripes, avec une mêlée qui a enfoncé la mêlée toulonnaise. Et cet essai inscrit à la dernière seconde. Ouais, il faut voir la vidéo. On voit les joueurs. Là, c'est pas une victoire anodine là qu'ils ont décroché. Sur le site de Sport Auvergne. Exactement. Ça serait une victoire fédératrice. Et on a vu tout ce groupe de joueurs, avec même ceux qui jouaient pas, qui étaient sur le bord de terrain. On les a vus à l'unisson se regrouper. C'était une soixantaine autour du terrain. Non, c'est des belles images. Je crois qu'il y a eu un après-match assez festif. Ils ont fêté la victoire. Fred, ton top? Moi, ça va vous surprendre, c'est les Saracens, figurez-vous, mon top. Parce qu'ils ont été gagnés à Gloucester ce week-end. Et je trouve que vu le contexte, ils sont à moins 26, rappeler, ils sont, je crois que je l'ai noté, ils sont à moins 22, je crois, au classement. Donc ils ont écopé de 35 points de pénalité, une amende. Évidemment, le club a triché, mais je pense pas que ça soit imputable aux joueurs. Je veux dire, les joueurs sont pas vraiment concernés. On va rappeler que c'est une histoire de salarié cap. Ils sont pas responsables. Ils sont pas responsables de ça. Donc je trouve que vu ce contexte-là qui a été très très lourd, aller gagner un match à l'extérieur comme ils ont pu le faire ce week-end, il va falloir en gagner d'autres. Très costaud. Mais il va falloir en gagner d'autres. Je pense que le levier de motivation de l'entraîneur, toute la saison, ça va être la terre entière contre nous. On va leur montrer quoi. Il y a le chiffre en gros dans le vestiaire. Handicap. Affiché. Christophe, ton flop, s'il te plaît. Mon flop, c'est Louis Picamol pour son geste plus que déplacé lors du match Toulon-Montpellier. Il a coûté, alors peut-être pas clairement la victoire, parce qu'on ne sait jamais ce qu'aurait fait le buteur de Montpellier dans les arrêts de jeu au moment de passer la pénalité de la gagne. Mais bon, c'est pas un joueur de 20 ans, Picamol. Il a plutôt de l'expérience, quoi. Pour rappeler le contexte, Montpellier était donc, il y avait match nul, c'est ça, ouais. Ils avaient un avantage sur pénalité, c'était à 30 mètres sur le côté. Ils ont développé du jeu et puis ça s'est arrêté. Il y a eu une faute. Il s'est fait brancher par un joueur de Toulon. Il a répondu, il a mis la main dans la figure. Ce qu'il ne faut pas faire parce que là, il y a une chance sur deux que la pénalité soit retournée, voire 9 sur 10 maintenant avec la vidéo, ce qui n'a pas loupé. Donc Picamol, quand même, 35 ans ou 34 ans, vu l'expérience qu'il a, c'est pas trop admissible, on va dire. Craquage total. Ça vaut cher. Arnaud, ton flop? Alors mon flop, c'est la 3e défaite d'affilée des Françaises contre l'Angleterre. C'était au Michelin. Ouais, c'était au Michelin samedi. Un match où elles ont eu les occasions, mais elles n'ont pas su concrétiser leur temps fort. Et les Anglaises, très pragmatiques, ont fini par remporter la partie. Elles avaient déjà perdu, les Françaises avaient déjà perdu au tournoi Destination. Elles avaient perdu le Grand Chelem qu'elles avaient engrangé la saison d'avant. Elles ont perdu cet été aux États-Unis. Là, elles reperdent une nouvelle fois. Elles sont pas loin quand même. C'est pas loin d'être. À chaque fois, ça se joue à peu. C'est pas loin d'être la bête noire quand même là. Il faut rappeler que c'est peut-être actuellement la meilleure. Ils sont deuxième. Les Anglais sont deuxième au classement mondial, mais c'est sans doute la meilleure équipe du monde. Fred, s'il te plaît, ton. C'est aussi c'est un peu lié à ce que tu disais. C'est également le 15 de France féminin et plutôt l'affluence. Alors ça va vous surprendre parce que 13 700
10%, c'est pas si mal. Sauf que je trouve que ces filles-là, elles méritent plus que ça. Et j'ai l'impression que... Tu voulais le stade plein, toi? Moi, je voyais le stade plein, et surtout, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de communication dans la ville, notamment, de la part de la fédération également. Je pense que le relais médiatique a été là. Je suis pas sûr que sur la com, ça a été très efficace. 13 000, c'est un chouille décevant, parce qu'à Grenoble, l'année dernière, elle faisait entre 17 et 18 000. Je pense que ça méritait mieux avec une telle affiche contre l'Angleterre. Alors peut-être que si ça avait été le tournoi à destination, l'affluence aurait été plus importante. C'était un week-end de 3 jours quand même. Alors je pense que un week-end de top 14 avec le déplacement de je pense qu'il y a peut-être l'overdose. Le calendrier n'a pas aidé. Coupe du Monde top 14, la Coupe du Monde qui arrive. Mais tu parles de com aussi. Il y a aussi la problématique d'une organisation d'un match dans un stade privé géré par la Fédé dans une ville qui a aucun intérêt financier à ce que là-bas. Mais je pense que ça pouvait faire un peu mieux. Puis il y avait cette vision assez dramatique à la télé comme au stade avec l'espace Édouard, donc cette tribune de loge qui était vide. Non, mais c'est un petit peu décevant. C'est toujours mieux qu'un stade Cudjat avec 3 tribunes vides. À Grenoble et 17 000, je pense qu'il y avait eu aussi l'effet All Black qui, dans l'imaginaire collectif. Bien sûr. Il faut aussi je conclurai là-dessus. Il faut aussi se souvenir, c'est vrai, d'où elles partent. Il y avait 2000 personnes. On l'avait relevé la semaine dans nos colonnes. Il y avait 2000 personnes à Rion en 2012 quand le 15 de France était venu contre l'Italie. C'était le tournoi des destinations. 7 ans plus tard, on voit tout le chemin parcouru. Voilà. J'ai la faiblesse de penser quand même que si ce match, ce France-Angleterre, avait eu lieu dans le cadre du tournoi, c'est-à-dire le match de février, qu'a obtenu Pau et le Stade du Hameau, je pense que l'affluence aurait été totalement différente. Possible. Là, ça aurait été plein. Allez, ce podcast est bientôt terminé, messieurs, mais avant de nous quitter, donc place au quiz. Pour débuter, je vais vous demander de trouver le nom d'un joueur à travers son parcours. Alors, je vous donne une liste de clubs et cette liste correspond donc à un joueur. Si je vous dis Stade Français, Leicester, Castres, Clermont, vous me répondez Benjamin Kaiser. Christophe, juste d'un cheveu. Demi-seconde. Bon, c'était facile. Allez, je vous propose maintenant de jouer au jeu du palmarès. Vous devez trouver le nom d'un joueur, donc, mais à travers son palmarès cette fois. Alors, j'ai été élu meilleur joueur de la Coupe d'Europe en 2015. Trop facile. J'ai été sacré champion de France avec l'ASM en 2017 et j'ai remporté le challenge européen avec Bath. Ça c'est bien dit. En 2008. Je suis Nick A. J'ai été sacré champion de France avec l'ASM en 2010. Bon, là, il y en a quelques-uns. J'ai remporté le tournoi Destination en 2006 et 2007 avec l'équipe de France. Je compte 75 sélections chez les Bleus. J'ai fait trop vite le quiz. J'ai disputé la finale de la Coupe du Monde en 2011. Je suis Julien Bonner. Allez, on va maintenant jouer au jeu du plus ou moins. Alors attention. Les enchères. Non, plus ou moins, pas les enchères. Alors je vous donne un nom de joueur de l'ASM et vous devez me dire s'il est plus ou moins poilu que la moyenne des Français. Non, je rigole, ça c'était une idée d'Arnaud, mais bon, j'ai pour le 11 novembre. J'ai pas eu le temps de le préparer. Non, plus sérieusement, on va parler Coupe d'Europe. Ne rentrons plus dans les vestiaires de l'ASM depuis à peu près la fin des années 90. Ça paraît compliqué. Allez, on va parler Coupe d'Europe. À ce jour, l'ASM a disputé 107 matchs de Coupe d'Europe. Je vais vous citer des noms de clubs. Alors à vous de me dire si le club en question a disputé plus ou moins de matchs de Coupe d'Europe. On parle de matchs de Champions Cup. Voilà, tout à fait. Pas de match européen. On est d'accord. Pas la petite Coupe d'Europe. Moins que l'ASM en Champions Cup. Voilà. Okay. Alors, je vais sortir ma fiche parce que moi, je m'en souviens pas. 107. D'accord. Alors, on commence avec toi, Christophe. Biarritz, est-ce que c'est plus ou moins que l'ASM ? Moins 91 matchs. Arnaud, Édimbourg, est-ce que c'est plus ou moins ? Je dirais plus. C'est plus 110 au lieu de 107. Bien sûr. Fred, Perpignan, est-ce que c'est plus ou moins ? Perpignan, c'est moins. C'est moins 81 matchs de Coupe d'Europe. Christophe, Bath, est-ce que c'est plus ou moins ? C'est une bonne question. Bath Rugby en Coupe d'Europe. Qui va affronter l'ASM. Je dirais moins. C'est moins 97 matchs. 10 matchs de moins que l'ASM. Castres, Arnaud. Moins. C'est moins 88 matchs. Fred, on part en Italie. Trévise, est-ce que c'est plus ou moins ? Là, c'est le piège. Oui, je dirais plus. C'est plus. 114 matchs, 7 matchs de plus que l'ASM en Coupe d'Europe. Les Wasps, Christophe. Est-ce que c'est plus ou moins ? Là aussi, il n'y a pas beaucoup d'écart.
Plus. C'est plus 112 matchs. Sans faute. Les Saracens, Arnaud. Plus. Non. C'est moins 98 matchs. Ah oui, l'erreur, mais c'est un jeune. Arnaud, vous êtes le maillon faible. C'est le maillon faible. Enfin, Allez, t'es le maillon jaune. Il reste 2 candidats. Fred, Glasgow, est-ce que c'est plus ou moins que l'ASM en Coupe d'Europe? C'est plus, 123 matchs, c'est énorme. Northampton, est-ce que c'est plus ou moins? Alors là, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Est-ce que c'est plus ou moins Northampton que les 107 matchs de l'ASM? Je vais faire un pari sur... Northampton. Moins. Eh bien, c'est plus 109 matchs. Allez, la dernière question donc pour Fred. Il faut que tu le. Il faut que je trouve. Ospreys. Autre piège. Est-ce que c'est plus ou moins que l'ASM, les Ospreys? Je dirais plus quand même. Ah, c'est nettement plus. 143 matchs Bravo, de Coupe d'Europe pour les Ospreys. C'est Fred donc qui l'emporte. J'avais une dernière, un dernier. Je tiens le jeu des enchères. Tu me réclamais. On va terminer là-dessus. Magnifique. Je vais vous demander de me citer parmi les 11 meilleurs réalisateurs de la Coupe d'Europe le plus de noms possible. Alors pour info, il y a 4 Gallois, 3 Irlandais, 2 Français, 1 Argentin et 1 Anglais. Et dans le lot, 2 joueurs ont porté les couleurs de l'ASM. Donc il y en a 11. Fred, combien tu peux me donner de joueurs parmi les 11 meilleurs réalisateurs? 2. Allez, 2 noms. Arnaud, est-ce que tu... 3, allez. Tu dis 3 Ouais. 3. Christophe? Je veux dire 4. 4. Fred, est-ce que tu surenchéris ou pas? Donc les 11 meilleurs réalisateurs de la Coupe d'Europe. Redonner les nationalités là. Alors il y a donc 4 Gallois, 3 Irlandais, 2 Français, 1 Argentin, 1 Anglais, et dans le lot il y a 2 joueurs qui ont porté les couleurs de l'ASM. Voilà ce que je peux te dire. Combien de Français? 2. Donc on en est à 4. 4 du côté de Christophe. Les 4, je pense que j'en ai 4, mais j'ai peur du. Ah bah, Tu te lances ou pas? Moi, je laisse. Allez, tu laisses. Arnaud, tu passes à 5 ou pas? Je laisse. Le micro, hein, c'est OK. Donc Christophe, c'est à toi de 4 sur 11. J'ai la liste, vas-y. Je dirais Chris Ashton. Chris Ashton. Il n'est pas dans les 11. C'est faux déjà. Non, il n'est pas dans les 11. Il n'est pas dans les 11. Tu aurais dit quoi, Fred? J'aurais dit Brock James. Brock James, il n'est pas non plus. Vincent Clair. Stephen Jones. Vincent Clair. Stephen Jones. Sexton, il est dedans. Stephen Jones. Non, réalisateur. Les 11 meilleurs réalisateurs. Désolé, je me suis trompé. Ah, pardon. J'aurais dû peut-être le répéter. J'ai compris. Alors, je vais vous les donner. Ronan O'Gara, Stephen Jones, Owen Farrell, Alf Penny, Yashvili, Sexton, Dominguez, Humphreys, Bigard, Alf Penny, Jenkins et David Skrela, Désolé, j'avais pas compris la question. Deuxième joueur qui a joué à l'ASM. Voilà. Mais écoutez, ce podcast est maintenant terminé. Merci de votre participation, messieurs. Merci à vous. Au revoir.